يا خلفياس البادي عشو في الله يا سكرتك زوانيس يا قيمة مدير ونواس يمشى وارد وراويس لا 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 للقران فوريشيس للناس كدهاس مني ثاني السيادة بوكيس أداني عوامان أدمني من داريشيس أبيا والرخبار الضيوط البديت شاطا شاطي الناس كتهاز مني ماشي السيادة بوكينيس أترك الواخ نتخان والواسف قد تسرف ديس هذي يعوض الأخبار الرياض البديت شاطر شاطيس لا 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 الناس كتهاز مني تاقي السيادة بوكينيس ويتشن تسكر ثاتي فات ينفوكرا غافيريس نموت غد يطلع معاف ذابك يركض وان كان يعيش Je vais arrêter de fumer. Alors pourquoi tu fumes pas? Je fume pas parce que tu fumes pas et j'ai pas envie que tu me reproches de fumer devant toi. Tu fumes? Maintenant je fume, mais je fume plus devant toi. Voilà. J'en ai eu assez de t'entendre me répéter que je t'empoisonnais, que je serais responsable des difficultés respiratoires dont tu souffrirais forcément un jour à force de d'avaler passivement la fumée de mes cigarettes, que je me comportais comme un homme sans éducation. Tu m'as convaincu, je fume plus devant toi. Le tabac ne te manque pas? Si, T'as pas envie de fumer? si, mais je sais dominer mes faiblesses. À mon avis, tu te fais du mal. Hein. Ne t'inquiète pas, ça va, je tiendrai le temps qu'il faudra. Dans un sens, je préfère m'en passer. Et ça me permet de l'impression de maîtriser la situation. Et surtout, ça m'évite tes critiques, tes colères, tes lamentations. Tout ce que tu me disais me pourrissait le plaisir de fumer. Dans ces conditions, j'aime autant ne pas fumer. Je m'abstiens, tu n'as plus rien à me reprocher, je te cloue le bec. Moi, j'ai consacré ma vie à la lutte contre le tabac. J'aime ça. J'ai l'esprit militant, tu sais. J'ai consacré toute ma vie. On peut dire que j'en ai entendu, et pas des choses plaisantes à entendre. Tu m'as traité plus bas que terre, tu m'as humilié, piétiné, menacé des pires châtiments.
Je ne faisais que mon métier. Il y a plus de 20 ans que je suis entré en guerre contre les fumeurs. Que veux-tu? C'est ma passion, c'est mon idéal. Je n'ai vécu que pour ce combat. C'est la seule chose que je sache faire à la perfection. Tu ne peux pas dire le contraire. Ah ça, pour être forte, tu es forte. Tu connais les arguments sur le bout des doigts. Me traiter de drogué, moi faut le faire. Plus jamais je ne te donnerai l'occasion de me rabaisser. J'en ai marre de te supporter, de subir tes gueulements de putois. Marre, et plus que marre. C'était pour ton bien, hein. Tout ce que je disais, c'était pour ton bien. Pour ton bien à toi, surtout, tu voyais que ça. Ta santé, tes poumons, le taux de gaz carbonique dans tes veines, l'irritation de tes muqueuses, les yeux qui te piquaient. Arrête, t'es de mauvaise foi, je m'en fichais, moi. La fumée ne me fait rien. Mourir 10 minutes plus tôt ou 10 minutes plus tard, je m'en fiche. Et puis même, je dois t'avouer que j'aime bien l'odeur du tabac. Tu veux que je te dise, en ce moment, là, elle me manque. Ça, je m'en fiche. Ça ne me déplairait pas que tu en fumes une petite. Pour t'entendre me traiter de drogué? Mais je Non, te, merci. Non, ben, je te traite de droguée en connaissance de cause. Je suis moi-même une droguée. J'ai besoin que tu fumes parce que j'ai besoin d'exprimer mon sentiment anti-tabac. Si tu ne fumes pas, ma vie n'a plus de sens. J'ai plus rien à dire. Je deviens folle. Fume-en une, juste une petite, par sympathie, par solidarité, par charité. Bah, si j'en fume une, tu vas gueuler? Oui, c'est ça qui est bon pour moi. Toi, ta drogue, c'est le tabac. Moi, ma drogue, c'est de gueuler contre le tabac. On est fait pour s'entendre. Allez, fume-en juste une petite. Pour me calmer. La dernière. Une ou deux bouffées seulement. Mais une ou deux bouffées seulement. On a l'air cons tous les deux. Parle pour toi, J'ai l'air con. j'aime mieux. Pourquoi tu dis que t'as l'air con? Parce que j'ai l'air con. Qu'est-ce qui te fait dire que t'as l'air con? J'ai l'air con parce que je suis à côté de toi. Je te remercie. De rien. Je trouve pas que t'as l'air con. Oh, c'est parce que tu n'es pas à ma place. En effet, je suis pas à ta place. Si j'étais à ta place, tu crois que j'aurais l'air con? Qu'est-ce qu'elle a à ta place de plus pour penser qu'elle te donne l'air con? C'est parce qu'elle me place à côté de toi. À côté de toi, j'ai l'air con. Si tu étais à ma place, tu aurais l'air con. Tu crois que c'est moi qui te donne l'air con? Oui,
Quand je ne suis pas près de toi, je n'ai pas l'air con. Là, je suis près de toi et j'ai l'air con. Si je me rapprochais de toi, j'aurais même sans doute l'air encore plus con. Qu'est-ce qu'elle a, ma place de spéciale? Qu'est-ce qu'elle a, ta place de spécial, pour penser qu'elle se donne l'air con? Je ne sais pas, c'est comme ça. Ta présence me donne l'air con. Il y a quelque chose dans ton allure, dans ton regard, dans ta façon de parler. Je ne sais pas, en tout cas, ça me donne l'air con. Ça, j'en suis sûre. Tu te demandes pourquoi? Comment veux-tu que je sache? C'est une question à laquelle je ne peux pas te répondre. C'était une question sans importance. Sans importance, pas vraiment. Quand on ne peut pas répondre à une question, on est con. Je suis près de toi, tu me poses une question, je ne réponds pas à ta question, j'ai l'air con. T'as pas du tout l'air con. Et crois-moi, j'ai l'habitude, puisque j'ai plein de copains qui sont cons. Forcément, tu connais plein de gens qui ont l'air cons, puisqu'il y a eu plein de gens qui ont été placés à côté de toi. Dès que quelqu'un se trouve à côté de toi, il a l'air con. Ne me dis pas que tu connais des gens qui n'ont pas l'air cons. Si, justement, j'en connais plein de gens. Je ne le crois pas. Moi, je te dis que je connais plein de gens qui Moi, n'ont je ne le crois pas. La preuve, c'est que depuis que je suis à côté de toi, j'ai l'air con. J'ai l'air con et tu me dis que j'ai pas l'air con. Donc, j'en déduis que tu connais des gens dont tu crois qu'ils n'ont pas l'air con et dont tu ne veux pas voir qu'ils ont l'air con. Mais il est évident qu'ils ont l'air con, puisqu'ils ont été placés à côté de toi. Et que le simple fait de se trouver à côté de toi donne l'air con. Je comprends rien. Je sais même plus quoi penser. C'est contagieux. C'est pour ça que j'avais raison au début quand je disais on a l'air con tous les deux. Pour finir, j'ai encore raison. On a l'air con tous les deux.
Tu fermes un œil? Je ferme toujours un œil. Par mesure d'économie, les jours pairs, je mets l'œil droit au repos. Les jours impairs, c'est l'œil gauche qui se repose. Avec cette méthode, mes yeux sucent 2 fois moins vite que les yeux des gens qui ne font pas attention à leur matériel. Avec un œil, on voit moins bien qu'avec 2. Je te vois. Je te vois bien. Je ne pourrais pas te voir mieux. Et je vois tout ce qu'il y a à voir. Je peux te décrire tout ce qu'il y a autour de nous. Le problème est pointu, à mon avis. C'est que l'œil avec lequel tu regardes suit 2 fois plus vite. Quand ils sont 2 à regarder, les yeux se partagent la tâche. Ce que tu dis est idiot. Fais comme moi. Ferme un œil et regarde ton pouce. Je ferme un œil, je regarde mon pouce. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mon pouce. Maintenant, ferme l'œil avec lequel tu regardais et ouvre l'autre. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mon pouce. Maintenant, ouvre les 2 yeux. Qu'est-ce que tu vois? Je vois mon pouce. Conclusion, que tu regardes un œil, que tu regardes l'autre, que tu regardes les 2 yeux, quand il n'y a qu'un pouce à voir, tu ne vois qu'un pouce. Je pose la question, quand on regarde son pouce, pourquoi utiliser une batterie de 2 yeux alors qu'un seul suffit? C'est valable pour le pouce, parce que le pouce n'est pas grand. Mais il n'y a pas que le pouce à voir sur la terre. Regarde la mer. C'est grand des 2 yeux. C'est grand d'un œil. Je ne suis pas d'accord. La mer, c'est panoramique. Le panoramique demande 2 yeux. Erreur. L'œil est monté sur un axe télescopique qu'on appelle le cou. Confronté à une situation panoramique, l'œil fait appel à un mouvement du cou qui lui permet de couvrir tout le champ envisagé. C'est la technique du du balayage. Un œil, un cou, tu vois tout. D'accord. Mais si tu fais des économies sur un œil, tu uses ton cou beaucoup plus vite. Les muscles du cou sont plus à même de fournir un effort que les muscles de l'œil. Ensuite, en vieillissant, l'homme perd de son acuité visuelle, alors que son cou demeure robuste comme un tronc d'arbre. Au cours d'une vie,
l'usure du cou est insignifiante. Sans compter que le cou n'a rien d'indispensable. À quoi sert le cou? Ah, bah, tourner la tête. Voilà. On vit très bien sans tourner la tête. Moi, je tourne très peu la tête. À tel point que si je n'avais pas de cou, je m'en apercevrais même pas. C'est vrai. J'avais un copain qui avait un héron non-voyant. Il avait un long cou et il ne voyait pas clair. S'il avait eu le cou moins long et les yeux en meilleur état, il aurait vécu une vie beaucoup plus agréable. Tu as raison. Le cou est moins important que les yeux. Tu me parles du héron non-voyant. Je pourrais te citer l'exemple de la girafe aveugle. C'est la preuve que les yeux sautent plus vite que le cou. On connaît des girafes aveugles. On n'a jamais vu de girafe sans cou. On pense jamais à ces choses-là. Jusqu'à présent, je dépensais sans compter. Même des trucs nuls, je regardais des deux yeux. Sur le plan des économies d'énergie, l'hygiène corporelle a de grands progrès à faire. Hein. De grands progrès.
voyez pas. Pourquoi tu dis cela? Parce que je vous ai vu reculer. Je reculais pour mieux voir. C'est un tableau qui demande du recul. Oui, je le crois aussi. C'est dans le recul que l'on juge vraiment une œuvre d'art. C'est mon opinion également. Et je l'ai manifestée en reculant de quelque part, comme vous l'avez constaté. Est-ce que vous me permettez d'aller jusqu'à vous confier que le recul fait partie intégrante de l'œuvre? Pourquoi fait partie intégrante de l'œuvre? En vérité, à mes yeux, le recul, c'est l'œuvre. Ah, je n'irai pas jusque-là. Je n'irai pas jusque-là. Non, non. Ce sont des questions qu'on est en droit de se poser, n'est-ce pas? Oui, quelle question? L'œuvre fait-elle partie du recul ou le recul fait-il partie de l'œuvre? Y a-t-il recul parce qu'il y a œuvre ou y a-t-il œuvre parce qu'il y a recul? C'est une problématique très délicate. En tant qu'artiste, je pencherai pour la première solution, à savoir que le recul fait partie de l'œuvre. Comme je vous le disais précédemment, il en est une composante, un élément, une conséquence. Je n'en suis pas convaincue. Du moins, j'en suis convaincue sans en être convaincue. Vous comprenez? Vous me direz que je peux me tromper. Il me semble que s'il n'est pas impossible que le recul fasse partie de l'œuvre, il est plus que certain. Vous entendez? Plus que certain que l'œuvre fait partie du recul. Vous me gênez. Je m'en voudrais d'être ingénieur. Vous me gênez sans être ingénieur, car vous donnez l'impression de subordonner l'œuvre au recul. Je subordonne en effet. J'ai l'audace, quant à moi, de penser que ce n'est pas tout à fait le cas. Écoutez-moi. C'est parce que le jugement de l'homme a d'abord besoin du recul que je m'avance à supposer que le recul précède l'œuvre. Ce que vous dites là voudrait signifier que l'œuvre, c'est le recul. Est-ce que je comprends bien? Oui et non. Ce que je voudrais exprimer, c'est que l'œuvre est dans le recul. Mais l'œuvre est avant tout dans l'œuvre, voyons. L'œuvre est dans l'œuvre. Si l'œuvre n'était pas dans l'œuvre, il n'y aurait pas d'œuvre. L'œuvre est dans l'œuvre. L'œuvre est dans l'œuvre, bien sûr. Parce que l'œuvre étant le recul étant l'œuvre n'est dans l'œuvre que dans la mesure où l'œuvre est dans le recul. Mais le recul n'est pas une œuvre, non. Le recul n'est pas une œuvre. Il y a des œuvres qui n'impliquent pas le recul. On est devant, on les voit pas, on dit bon, et on passe à la suite. Ce sont ces œuvres que je ne critique pas. Ce sont des œuvres qui ne sont que des œuvres. Alors que ce tableau, par exemple, dont vous êtes l'auteur, Il s'intitule Psychomotorisation à 4 temps, premier temps. Permettez-moi de vous le préciser. que ce tableau dont vous êtes l'auteur et qui s'intitule Psychomotorisation à 4 temps, premier temps, est une œuvre plus un recul. Votre œuvre n'est pas une œuvre au sens mesquin, au sens marchand, au sens réducteur du terme. C'est une œuvre augmentée du recul qu'elle implique, qu'elle engendre, qu'elle impose à celui qui l'examine. Je veux dire que votre œuvre n'est visible qu'avec le recul. Privez-la du recul, et votre œuvre disparaît. Elle se dissout dans les lampes, on ne la voit plus. Alors qu'avec le recul a fait exister, mais le recul, c'est toute l'œuvre, le recul. J'ai l'impression de pressentir ce que vous voulez signifier, mais ce n'est qu'une impression. N'avez-vous pas vous-même dit que l'œuvre est dans le recul? Je l'ai dit. Et que fait-on quand on est devant cette œuvre? On fait ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez pris du recul. Voilà, j'ai pris du recul.
Je m'en suis aperçue, raison pour laquelle je vous ai adressé la parole. Et ce recul que j'ai pris, je l'ai pris quelque part. Quand on prend du recul, on le prend quelque part, oui ou non? Oui, Et où je l'ai pris? c'est une question que je ne me suis jamais posée. On le prend où il est là où la piste de la nuit, et il est où le recul? Il est où? Il est dans l'œuvre. S'il n'y avait pas de recul dans votre œuvre, comment aurais-je fait pour prendre du recul? Alors je l'ai pris ce recul, vous l'avez constaté. Je n'invente rien. En effet, je suis ébahie. Vous êtes un artiste du recul. Face à cette œuvre, on baigne dans le recul. On est inondé par la lumière du recul. On devient soi-même le recul. Physiquement, on recule. Je recule. Vous avez vu comme j'ai reculé? Ah, je suis témoin. Je savais que le recul était important, mais je ne m'imaginais pas qu'il l'était autant. Pour se rendre compte, il faut prendre du recul. Oh, laissez-moi en prendre sur ce que nous venons de dire. Prenons-en ensemble. Je suis pas beau. En effet, tu n'es pas beau. C'est une souffrance de ne pas être beau. Oh, ça doit être dur, en effet. Déjà, tout petit, je n'étais pas beau. J'ai été élevé au biberon. Parce que ma mère ne voulait pas donner le sein à un enfant aussi laid. Moi, je la comprends. Elle n'a jamais pu se faire à l'idée que c'était elle qui m'avait fait. Parce qu'elle était pas mal, elle. Mon père aussi, il était bien. Tu vois le résultat? La vie est une loterie. Mieux vaut voir le jour en bonne santé et moche que beau et mort-né. Dans un sens, je suis d'accord. C'est très bien d'être vivant. Mais quand on n'est pas beau, on ne profite de rien. À l'exception de mon physique, j'ai tout ce qu'il faut pour rendre une femme heureuse. Eh bien, c'est triste à dire, mais les candidates ne se bousculent pas. Il faut espérer. J'ai essayé les aveugles. Au début, ça marche assez fort, parce que j'ai une voix convenable, même assez sensuelle, je trouve. Mais la femme aveugle veut se rendre compte avec les doigts. C'est une épreuve que je n'ai jamais passée avec succès. Les aveugles, théoriquement, elles devraient rien en avoir à faire du physique. Première vue, c'est ce que j'aurais pensé. Ah bien non. Elles n'y voient rien, mais il leur faut de l'Apollon, du physique de jeune premier, du profil de médaille. Des conneries, quoi. Mais des conneries qui ont leur importance. Alors, j'ai décidé de passer une petite annonce, comme quoi je cherche une femme aveugle qui n'a pas de bras. Un genre de Vénus de Mélo, mais sans les yeux. Et tu en as trouvé une? Oui, 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 oui. Et une fille qui essayait les pailles dans une usine de soda. Le fait de n'avoir pas de bras, ça lui a développé la poitrine. Incroyable. Enfin bref, je suis tombé amoureux instantanément. Je me suis dit, celle-là, elle est à moi. Je lui ai fait un numéro de prince charmant, basé sur le rond de jambe, la rocoulade, la délicatesse digitale. Tu n'es pas beau, mais tu es malin. Il fallait y penser. Elle n'avait pas de bras, mais elle avait une langue. Elle m'a léché toute la figure. C'était bon quand même. En tout cas, ça m'a bien plu. Et puis, À la fin, je crois qu'elle avait la langue chargée. Elle ne m'a même pas envoyé dire qu'elle avait jamais léché une tête aussi répugnante. c'est désespérant, toi, l'histoire. Ah, quel déçu. Je ne sais plus quoi faire. Je me suis relancé dans les petites annonces. Je cherche une femme aveugle qui n'a pas de bras. Ni une langue, ni de langue. Ça court pas les rues. Et si tu en trouves une, c'est avec son nez qu'elle verra que t'es pas beau. C'est ce que je redoute. Mais une femme sans nez, c'est pas beau à voir.
Quand on a ton physique, faut pas être difficile. De toute façon, le nez chez une femme, c'est juste un accessoire. Un nez, pas de nez, c'est la même chose finalement. Qu'est-ce que tu préfères chez une femme? La poitrine. Alors elle pourra frotter sa poitrine contre ta figure autant de fois qu'elle le voudra, elle ne verra pas que t'es moche. Pas d'yeux, pas de nez, pas de bras, une poitrine, voilà ce qu'il te faut. Ah, quand on n'est pas beau, il faut en sacrifier des choses. اسمك دايم عقب أبيك فضادل والناس هاي خفايف هاي قرن دقواني هاي خفايف هاي قرن دقواني الخفية سنقات ذوق سان ما ولي غمدنا التاسان ولا شلعاش ورد نضعان أفي صغي كمي قلبان مثلك غرقا في الموحد ذو المشكاني الناس لكن هاي خفايف هاي قران ذكواني هاي قران ذكواني أنت في نورنا ساتا Tu sais, le désespoir, c'est pas marrant. À qui le dis-tu? S'il y a bien une chose qui n'est pas marrante, c'est le désespoir. Le désespoir, c'est désespérant. C'est sûr. Dans le désespoir, il n'y a plus rien à espérer. C'est bien ça le problème. Parce qu'on aimerait bien espérer encore un peu. Oh, c'est bon d'espérer. Espérer. Espérer, oui. Mais espérer en quoi? Le monde est désespérant. Tiens, il pleut depuis 8 jours. Tu crois que c'est pas désespérant, ça, 8 jours de pluie consécutifs? Si, surtout quand c'est consécutif. Bon, quand c'est pas consécutif, on aurait presque encore une chance de reprendre espoir. Après la pluie, le beau temps. Après la pluie, le beau temps? J'y crois plus. Moi, je ne vois qu'après la pluie, la pluie. Et tout est dit. En plus, à notre époque, on mange mal. Ça n'arrange rien. Mal mangé, c'est désespérant. Tiens, les frites de ce midi, elles m'ont fait venir les larmes aux yeux. C'était des pauvres frites, des frites handicapées. Une catastrophe. Moi, c'est pareil. Quand je vois des frites aussi mal fichues, je me dis qu'il faudrait les servir sur une civière. Hein? C'est pas vrai. C'était trop difficile à regarder, j'ai détourné les yeux. Et le vin? Tu l'as goûté, le vin? Désespérant. Il n'y en a plus de bon. Aujourd'hui, il n'y a plus rien de bon.
Il n'y a plus rien qui donne envie. Et quand on n'a plus envie, on se désespère. Espérer, c'est avoir envie. Moi, j'ai plus envie. Le cinéma, ça me dégoûte. Et la télé, donc, désespérant. Tout est comme ça. Il n'y a plus rien. Il y a encore le désespoir. Heureusement, s'il n'y avait pas le désespoir, qu'est-ce que des gens comme nous deviendraient? Je me le demande. Oh, viens voir. Regarde. Que des têtes d'hommes. Pour moi, les hommes et les femmes, c'est pareil. C'est pareil, comment ça? Je suis pour l'égalité. Quand tu croises une femme, tu lui dis bonjour monsieur. Bon, à la limite, oui. Je suis pour l'égalité. L'égalité prime sur tout le reste. Elle prime sur la politesse. Elle prime sur la conformité des choses et des personnes. Elle prime sur les contingents du quotidien. Elle prime sur le sexe. Elle prime sur l'âge. Elle prime sur la couleur. Elle prime. Les vieux, les jeunes, les noirs, les blancs, les hommes, les femmes. Je vois tout ça pareil, moi. Je ne fais pas de différence. Égalité, égale, égalité. Tout est dit. Pas mal, non? Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu peux pas comprendre, toi, t'es pas moderne. T'es une antique. T'es un musée à toi toute seule. Un archaïsme. Une vétusté. Pour moi, un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Un noir, c'est un noir. Un blanc, c'est un blanc. Un jeune, c'est un jeune. Un vieux, c'est un vieux. Toi, t'es pas moi, et moi, je suis pas toi. Je sais, tu discrimines. T'es un discriminateur. T'es un dangereux discriminateur. Tu ne te rends pas compte, t'es en retard. Je t'explique. Si tu veux, Je veux bien. quand tu vois un noir, il faut le regarder comme s'il était blanc. Ce n'est que justice. L'égalité égale égalité. Il n'en est pas moins noir pour autant. Non. Mais si tu le regardes comme un blanc, lui qui ne se voit pas, il va penser qu'il est blanc. On se voit dans le regard des autres. C'est un principe tout à fait fondamental. Ne perds jamais de vue qu'on se voit dans le regard des autres. Si tu regardes un noir comme un noir, le noir dans ton regard, il va te voir noir. Et alors qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, ce blanc ne me regarde pas comme il regarde les blancs. Il fait une différence, il discrimine. On ne peut quand même pas s'empêcher de voir ce qu'on voit. Philosophiquement, on peut. C'est même recommandé. Et le noir, il te voit comment? Bah, Logiquement, si je suis ton raisonnement, toi qui es blanc, tu regardes comme s'il était blanc un noir qui est noir. Mais parce que tu le regardes comme un blanc, oublie qu'il est noir, sans pour autant devenir blanc. Je te pose la question de confiance. Comment te regarde ce noir qui se voit blanc dans le regard que tu poses sur lui? les noirs, tu sais. Réponds à ma question, s'il te plaît. Moi, je me verrais blanc, évidemment. Il te verrait blanc, donc les noirs voient les blancs blancs. Oui, puisque le blanc est blanc. Si le blanc est blanc, pourquoi le noir n'est-il pas noir? Et je t'ai expliqué que le noir se voit blanc quand un blanc refuse de le voir comme un noir. Écoute-moi bien. Plus difficile encore. Que se passe-t-il lorsqu'un noir qui se voit blanc regarde un autre noir qui se croit blanc aussi? Ils ont beau être noirs, s'ils portent l'un sur l'autre un regard de blanc, ils se verront blancs. Mais pourquoi ne se verrait-il pas noir? Parce qu'ils se croient blancs, c'est tout. Évidemment, s'il s'agit d'un noir que le blanc voit noir, il n'aura pas tendance à voir les autres noirs autrement que noirs. Mais les noirs sont noirs, les blancs sont blancs. Tu parles comme un raciste? Mais il n'y a aucun racisme au moins. T'es raciste. Toi, t'es raciste. Ah, je ris, moi, raciste. Alors que je viens de t'expliquer ma théorie, ma philosophie, ma façon de voir pareillement les noirs et les blancs, je rêve. Tu as dit, tout à l'heure, qu'on se voit dans le regard des autres. Je l'ai dit. Suppose alors, échange de bons procédés, qu'un noir te regarde, toi, blanc, comme si tu étais noir. Pourquoi un noir
regarderait-il un blanc comme s'il était noir? Est-ce que tu apprécierais le fait qu'un noir te regarde aussi noir que toi, tu le vois blanc? Je vois pas le rapport. L'égalité des droits établit la réciprocité. Lorsqu'un blanc voit le noir blanc, le noir voit le blanc noir. C'est son droit. Et j'irai même plus loin. Rien n'interdit au blanc blanc qui voit le noir noir de voir noir le blanc blanc qui voit le noir blanc. Attention à ce que tu dis. Je n'aime pas qu'on me prenne pour ce que je ne suis pas. Je suis blanc, ne l'oublie pas. Je suis blanc blanc. Je suis blanc de blanc. Égalité égale égalité. Je suis blanche aussi. Non, toi t'es une sale blanche.
Ah, on est vite oublié. C'est moi qui te le dis. Tiens, ça fait 114 jours que le téléphone n'a pas sonné. Et encore, la dernière fois c'était une erreur, et la fois d'avant c'était pour un sondage. Moi, j'ai eu l'installateur de cuisine. C'était quand déjà? Il y a une semaine. Très bien, poli, très correct. On dit à notre époque, mais crois-moi, il y a encore du beau monde. Bonjour madame, c'est pour une enquête. Nous espérons que nous ne vous dérangeons pas. Si vous voulez, nous pouvons rappeler plus tard, à l'heure qui vous conviendra le mieux. Aux petits soins qu'ils étaient. Ils se sont inquiétés de savoir si j'avais une cuisine intégrée, une salle de bain, une véranda. Franchement, c'est bon, j'avais besoin de rien, sinon je me serais laissé tenter. 114 jours que personne n'a pensé à moi. Les gens sont ingrats. Je ne demande pas grand-chose, moi. Un coup de téléphone de temps en temps. Et seulement pour vérifier que la sonnerie n'est pas rouillée. C'est pas bon non plus un téléphone qui sonne jamais. La sonnerie, c'est comme un muscle. Si on s'en sert pas, elle s'atrophie. Tiens, je me demande si elle est encore capable de sonner à force. C'est vrai, on finit par avoir des doutes. Moi, pour aider la destinée, j'ai installé le téléphone sur une petite table avec des fleurs et des bougies. Je me dis que ça peut aider. Et ça aide? J'ai eu cuisiniste, c'est déjà un petit début de résultat. Et on a causé au moins pendant 10 minutes. 10 minutes? Au moins. Je me contenterai d'une erreur, mais ça fait 114 jours que les gens qui se trompent ne se trompent plus. Silence sur toute la ligne. Pour distraire un peu mon attente, je lustre l'appareil avec un produit spécial et une lingette qui ne peluche pas. Il brille comme un lundi de Pâques. Je le regarde et je me dis, à quoi bon d'avoir un téléphone si bien entretenu? Si ce n'est pour jamais l'entendre sonner, je te le demande à toi, à quoi bon? Je suis dans le même cas que toi. J'ai tout. Le téléphone, le numéro, le fil, mais personne pour m'appeler. J'ai connu des époques où le téléphone n'avait pas le temps de refroidir. À 3 mètres, tu sentais la chaleur. Il fallait des gants spéciaux pour décrocher sans se brûler. On m'appelait 20 fois par jour, même plus 50. Et la nuit aussi. J'ai eu mon heure de gloire aussi. Il y avait un sacré fichu paquet de gens qui connaissaient mon numéro par cœur. J'avais même fait installer un répondeur automatique. Je ne pouvais plus suivre. C'était devenu un travail à temps complet. Quasi. Et maintenant, Bernick. Enfin, j'ai eu l'installateur de cuisine. Je me plains donc pas. Je lui ai demandé de me rappeler que j'allais réfléchir. Donc j'attends. C'est une sorte d'espoir. Comment ça se fait que le cuisiniste a téléphoné à toi et qu'il ne m'a pas téléphoné à moi alors qu'on habite sur le même palier? À mon avis, ils font l'annuaire dans l'ordre alphabétique. Je suis au moins 12 pages avant toi. Je vois pas d'autre raison. Hier, je m'étais mise à la fenêtre pour prendre l'air et j'ai entendu le facteur raconter au concierge que la Poste essayait de placer des produits financiers par téléphone. Je me dis qu'avec un peu de chance, ils vont me proposer quelque chose. Mais c'est long. Certains soirs, je me sens triste, tu sais. Mais c'est pas bon de rester enfermé tout le temps. Tu devrais sortir. Je ne voudrais pas que quelqu'un téléphone pendant mon absence. C'est souvent comme ça que les choses se passent. Tu ne reçois rien pendant 114 jours. Tu te dis, bon, je vais faire un tour, respire un peu. Et c'est justement quand t'es pas là que ça sonne. Ils rappelleront. Pas forcément. Si je ne réponds pas, ils se diront qu'il n'y a personne. Non, non, je veux prendre aucun risque. Je veux être là quand on me téléphone. Je suis un peu comme ça aussi. C'est bête. On se gâche la vie. On attend. Mais on attend quoi au juste? Que le téléphone sonne. Moi, c'est ce que j'attends. Je le regarde de toutes mes forces. Et je pense à fond qu'il va sonner. Je serre les dents, je serre les poings. Il me semble qu'il va sonner. Je le vois. Il a l'air de vouloir sonner. Je l'entends. Il vibre. Quelque chose monte et s'élève au-dessus de lui. Et puis, à 1 milliardième de seconde de l'instant où j'étais sûre qu'il allait vouloir sonner, il s'arrête de vouloir sonner. Oh, c'est cruel tout ça. Le silence du téléphone, je crois que c'est la pire des tortures qu'un être humain puisse endurer.
je pense? Non. De temps en temps, on devrait se téléphoner toutes les deux. Oui, pour contrôler la sonnerie. Je vais me faire enlever les testicules. Ah, mais c'est une drôle d'idée. Non, non, la mode est au produit allégé, j'ai envie d'être à la mode. Et tu n'as pas peur de le regretter? Non, non, j'ai bien réfléchi, je suis décidé. J'ai pas de conseils à te donner, mais à ta place, j'en garderai un, ça peut toujours servir. Non, non, gardez un, ça serait faire les choses à moitié. Bah, 50%, c'est déjà bien allégé, je trouve. Allégé, allégé, 50%, tu plaisantes. Le camembert à 50% de matière grasse, c'est pas de l'allégé. Bah, tu ne vas pas comparer le camembert et tes testicules. Bah, j'ai pas besoin de comparer. Moi, je suis obsédé par la mode à 0%. C'est le 0% qui m'attire, tu comprends? Dans un yaourt à 0%, t'en as plus que dans un yaourt à 100%. Dans un yaourt à 100%, t'as 100%. Alors que dans un yaourt à 0%, t'as 100% de yaourt plus 0% de matière grasse. Je ne vois pas le rapport avec les testicules. À vrai dire, moi non plus. Mais c'est toi qui me l'as mélangé la tête avec tes 50% qui m'ont fait penser au camembert, dont la logique m'a conduit à évoquer les yaourts. D'un autre côté, si à la place des testicules, on avait des pots de yaourt, du fait qu'on peut concevoir des pots de yaourt à 0%, il serait tout simple d'avoir des testicules à 0%. La nature n'a pas pensé à ça. Mais la nature ne pense à rien. Bah, enfin, si elle vous a créé avec 2 testicules, doit bien y avoir une raison, tu sais. Non, 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 non. Déjà, avec un seul, on se débrouille très bien. À mon avis, c'est une question de sécurité. Le 2e testicule doit être vu comme une roue de secours. Si on perd le 1er testicule, ben, il en reste toujours un gratté. Pour ce que je me le suis gratté jusqu'à maintenant. Non, non, je suis décidé, je crois que ça me fera du bien. Il y a des gens qui se mettent des bouts de ferraille dans la figure, il y a des gens qui se font faire des tatouages. Moi, je rêve d'être un produit allégé. C'est mon fantasme, mon rêve, mon idéal. Regarde-y à 2 fois tout de même. Quand on les a, on ne les aime pas. On les trouve trop moches, trop ceci, trop cela, trop pendantes, trop ballottantes, trop petites, trop grosses. Mais quand on ne les a plus, on les regrette. Bah, qu'est-ce que t'en sais, t'en as pas? Non, mais j'imagine, si j'en avais et que je ne les avais plus, je les regretterais. J'y serais très attachée. Tiens, rien que de penser que je pourrais les perdre, j'en ai les mains qui tremblent. Non mais toi, tu as la culture des testicules. Tu es une judéo-chrétienne. Tu respectes la tradition. Tiens, je suis sûr que tu ne manges pas de yaourt à 0%. Ah bah jamais. Jamais de bière sans alcool et pas de beurre allégé. Non. Alors tu peux pas comprendre ma philosophie. Moi, je suis un adepte du 0%. C'est une manière de communier avec le vide cosmique. Le siècle sera religieux ou pas, dit le grand maître. La spiritualité exige le sacrifice des testicules. Et puis, on parlera de moi dans le journal. Écoute-moi ça. C'est une rivière. Pas du tout d'ailleurs. C'est un trou de verdure où chante une rivière. Et qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? C'est du Rimbaud. Bah, il s'est pas cassé ton Rimbaud pour dire un truc pareil. Moi, j'en fais autant. Je vais te dire une phrase comme ça. Elle est tellement nulle que je ne suis pas certaine de pouvoir l'écrire. Pourtant, je suis pas forte en poésie. Hein. C'est pas de la poésie. On comprend tous les mots. Le trou, on comprend. On sait ce que c'est, un trou. Un trou, c'est un trou.
n'y a pas à sortir de là. Bah, il voulait peut-être parler d'un trou spécial. Ah, il aurait voulu parler d'un trou spécial, il aurait dit c'est un trou spécial. Oui, enfin, il dit quand même que c'est un trou de verdure. La verdure, il y en a partout. À l'époque, il y en avait encore plus qu'aujourd'hui, vu qu'il y avait moins de maisons, moins de rues, moins de routes goudronnées. Moins d'aéroports. Tu vois, un trou de verdure, ça n'a rien de spécial. S'il y a une chose qui n'est pas spéciale, c'est bien le trou de verdure. La verdure, c'est banal. Regarde une pelouse. Il n'y a rien de plus idiot qu'une pelouse. Et pourtant, c'est de la verdure et ça se retrouve dans les poèmes. C'est dingue. Il est devenu célèbre avec des trucs comme ça. Et je vous mets un petit trou, et je vous mets un peu de verdure, et hop, traduit dans toutes les langues, et par ici la bonne soupe. C'est dingue. Et on peut même pas dire que son trou de verdure a quelque chose d'un poil original, puisque c'est un trou de verdure où chante une rivière. Tu entends ça? Où chante une rivière. On se demande où il est allé chercher une platitude aussi plate. Où chante une rivière. Enfin. Un enfant de 3 ans, il est capable d'écrire ça. Pas évidemment. Les enfants, ils commencent à dire maman. Ensuite, ils disent papa. Et juste après, ils disent où chante une rivière. J'exagère à peine. À peine. Où chante une rivière. On appelle ça de la poésie. Je me tords. Rivière, c'est un nom commun. Il n'y a pas besoin d'être poète pour le connaître. Et le verbe chanter, c'est le premier qu'on apprend à conjuguer à l'école. Franchement, le génie précoce, il s'est pas fendu. La poésie, je veux dire la vraie poésie, ça demande un peu de mélange. Ça ne doit pas vouloir dire ce que ça veut dire. Ça doit être compliqué. Moi, à mon avis, ça doit être compliqué. Simple, oui, d'accord, mais en même temps compliqué. C'est ça qui est difficile et qui demande un effort, un travail, un sacrifice. Moi, jamais je n'aurais écrit c'est un trou de verdure où chante une rivière. Hein. Jamais. T'aurais écrit ça, tout le monde t'aurait prise pour une conne. J'aurais pas pu. J'aurais pas pu. J'ai pas le niveau. Ah oui, j'ai pas le niveau. Mais par contre, ce qui aurait été poétique, par exemple, c'est d'écrire c'est une rivière de trous où chante la verdure. Ah, c'est mieux. Une rivière de trous, on voit tout de suite qu'on regarde passer le vide. Et c'est un vide vert et qui chante. Et le vide vert et qui chante, je suis sûre que personne n'y a pensé avant moi. Tu devrais le noter. Peut-être que ça te rapportera de l'argent. Ça, c'est original. Une rivière de trous, ça fait rêver. Et la rivière qui chante, c'est envoyé, non? J'entends la salade en concert. De la musique avant toute chose. La chanson de Lascarole. Les vocalistes de la laitue. La complainte de la frisée paresseuse. De la musique avant toute chose. De la musique, qu'elle soit riche ou bien pauvre, au gré des vents, au-delà des tourments, elle est la seule qui garde nos 20 ans.
Barthet, joué par la compagnie du théâtre du Charado, mis en scène par Françoise Fézy. Françoise Accompagné par l'association des Franco-Berbères de Pierrefitte. Et par Amélie Brévalet de la compagnie Itinéraire Lys. Merci à vous tous d'être venus. On vous propose un petit goûter à l'entrée, un petit café, un petit thé, une petite madeleine, voilà, parce qu'il est l'heure du goûter. Et évidemment, l'exposition, c'est le dernier jour, les derniers instants, donc il faut en profiter, parce que les œuvres vont bientôt repartir chez elles. Voilà, merci à tous. Le départ, ce qui nous a gêné dans l'histoire, c'est le Vous avez bien joué, hein. C'était beau. Hein. C'était super. merci. Si ça vous a plu, c'est le principal. Ouais, ben oui, c'est ça. Merci Armand, merci d'être là. Coucou à la caméra. Voilà. Salut. Salut. Avec un vrai appareil photo, avec une vraie caméra. C'était bien réussi, hein. C'est bien aujourd'hui, hein. Il n'y a aucune hésitation. Dans la foulée, c'était... Ah, c'est un beau travail. Le résultat du travail. On se revoit. Super, hein. C'était bien, hein, aujourd'hui, super. Non, non, bien. Voilà. Ah non, mais il faut jouer avec exactement. Oui, Tout le monde avec les masques, C'est l'époque. les portes masquées. Ouais, le bal masqué, comme ils disent. Mais voilà, on a une bonne... Bon, ça va, tu es redevenu beau, ça va. Tu vas pas trouver une nana.
Ah ouais, hein. En grandissant, on devient beau. C'est ça. C'est pas évident, mais... En tout cas, vraiment, il commence à y avoir des retours intéressants. Bah, Julien, comme Armand, Il attaque Armand, hein, en ce moment. Le petit prince, il se révolte. Hein. Attends. Tu filmes non, je sais parce que je mets un peu d'image. Oui, tu sais, des fois, que c'est pas évident, hein, tout l'espace à filmer. Hein. Alors, qu'est-ce que vous pensez? C'était très très bien. De la représentation? Vu les cabines de France. Vu les cabines de France? Vu les cabines de France. Ah oui, ça il en faut. Hein. Sans eux, on est perdu. C'était bien fait, c'était bien. Non, c'était bien. Hein. C'était un bon moment, je trouvais. C'était sain, les gens ont bien répondu. Je pense que ça a surpris certains, ils ne s'attendaient pas à un tel déroulé. Moi, je trouve vraiment que c'est un travail qui doit continuer à être développé. Et il y a vraiment un travail de base fort là. J'aimerais bien que ça se répète dans Ah oui. la maison du Moi, je cœur. pense que vous devez tous pas laisser tomber ça. Hein. Ouais, puis on a eu l'art des gestes, l'art théâtral et l'art musical. Ouais. Et en plus, il y avait, si tu veux, aussi la sensibilité. Tu as vu hier, aujourd'hui, il n'a pas hésité, tu vois, il tremblait un peu, mais quand même, il l'a fait. Tu vois, à un moment donné, j'ai pas filmé justement ça. Le haut, pour pas montrer, tu vois. Mais je trouvais, je sais pas, il y a un côté. Tu vois, c'est ça qu'on parlait, c'est aussi ça le peuple. Le travail du peuple. Il n'y a pas que les élites, tu vois. Ça se passe dans un cadre culturel. Hein, là, il faut continuer. La proximité entre les spectateurs et les acteurs. Oui, il y avait une proximité. On ne sait pas où est la différence, on ne sait pas qui est l'acteur qui est... Après, on se rappelle, tu sais, parce que c'est fait par morceaux, des pulses qui s'ajoutent et qui s'articulent un peu avec la musique et un peu avec le jonglage. Je pense à une chose, c'est que ça va laisser une mémoire ici. Et cette mémoire-là, elle peut actionner justement que des gens qui ne sont jamais venus viennent enfin découvrir. Non, mais l'intérêt aussi, c'est qu'il y a une continuité. C'est pas un travail qui s'achève, c'est un travail qui va continuer, je pense, si vous voulez tous, hein, et qui peut aller beaucoup plus loin encore. Et vous pouvez même au niveau du texte l'améliorer encore plus. Ça peut être génial, hein. Et les musiciens peuvent intervenir aussi encore plus. Tu vois, il peut y avoir un rapport encore plus fort de la musique et de la parole poétique. Il peut intervenir à un moment donné un texte poétique qui sort aussi. Tu vois, en plus. Puisqu'il y a toutes les disciplines. Hein. Il y a le jonglage, il y a la musique, il y a le chant. Ouais. Mais c'est bien, tu vois. Hein? Et la vulgarisation artistique. Ouais, mais tu sais ce qu'il y avait de bien, c'est qu'il y a beaucoup d'humanité, il y a eu là. Ouais, c'est ça. C'est important, ça on oublie souvent. La société. C'est pas qu'un produit qu'on vend, tu vois, c'est la société civile qui... Ça, c'est important. Bon, ça y est.